cours d'eau. Il y a risque de glace intempestive de ce côté-là. Eh bien, bonne nouvelle ce matin. Le courant revient de plus en plus rive sud, Montérégie. Jacques. Exactement, mais avant de parler de ça, pour faire suite à ce que vous disiez à propos du froid, là, évidemment qu'à l'heure de pointe de ce matin, qui va jusqu'à 9 heures pour la consommation d'électricité, c'est sûr que le réseau hydro-québécois va être sollicité énormément. Donc, la consigne, elle est toujours ce matin de ménager les kilowatts, éviter d'allumer tout ce que vous pouvez éviter d'allumer comme lumière ou autres appareils électriques. Contentez-vous du strict minimum. Ça va aider pour rebrancher tout le monde. Alors, après 17 jours sans électricité, le bilan, vous le constatez, là, on est rendu maintenant à Montérégie à 139 500. C'est déjà pas mal moins que ce qu'on a connu déjà beaucoup mieux que ce qu'on a connu hier et en début de nuit. Alors, ça va très, très bien de ce côté-là. 139 500 abonnés, c'est encore beaucoup, évidemment, mais là, que les gens prennent leur mal en patience, ça tire à sa fin. 710 abonnés en Laurentides et Outaouais qui sont toujours privés d'électricité. Du côté de Saint-Césaire, le fameux poste qui doit réalimenter le triangle maudit, là, si vous me passez l'expression. Alors, de ce côté-là, ça devait entrer en principe en tension aujourd'hui. Mais là, on va voir au cours de la journée si vraiment ça va se concrétiser. Il y a peut-être encore quelques petits problèmes à régler, mais ça se présente très bien jusqu'à maintenant. Alors, l'objectif de 91 de tous les Québécois abonnés à Hydro-Québec rebranchés pour la fin de semaine, ça c'est maintenu, sauf qu'il y aura toujours un 58 000 là, qui éprouvera des difficultés encore pour quelques jours. Entre-temps, on nous promet un crédit de 38 cents et demi par jour si vous avez manqué d'électricité. Voilà. M. Flanagan, a-t-il quelque chose à dire là-dessus? Oui, mais il était plutôt gêné de le faire. Hein? On va l'écouter quand même. La redevance d'abonnement est quotidienne, c'est 38 cents et demi. 20 jours, c'est à peu près 9 $, j'imagine, pour ceux qui font calcul vite comme ça. Là. Alors donc, on va accorder un crédit sur les redevances d'abonnement pour tous nos clients donc, qui ont été privés de service pendant plus de 24 heures. C'est important. C'est mieux que rien. Ben, pour une vingtaine de jours, j'ai calculé, moi, 10 jours, 3,85 $. Dépensez pas tout à même place. Non. Achetez-vous des lampions. D'autant plus que ce 3,85 $, quand on parle de dollars, ça vaut pas cher. Oui, exactement. Oui, surtout ce matin, hein, 68,81 cents américains. C'est à ce niveau-là que le dollar a clôturé hier. Alors, c'est un plancher record, évidemment. On n'a jamais vu ça depuis 1858, l'année où est entrée en vigueur, où a été distribuée notre devise pour la première fois. Alors, Claude Piché, c'est notre expert. Il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe, Claude. Oui, ce qui se passe, c'est effectivement inquiétant de voir le dollar à ce niveau-là. Vous venez de souligner, ça s'est jamais vu depuis qu'on a remplacé au Canada la livre sterling qui existait par le dollar canadien. Il se passe, pourquoi le dollar est si bas? Pour deux raisons. La première, c'est vous avez les taux d'intérêt. C'est rarement vu depuis que le Canada existe. Ça s'est vu pendant la guerre civile américaine en 1860, mais à part de ça, le taux d'intérêt canadien a toujours été plus élevé que les taux américains. Pour une raison assez simple, c'est qu'il existe à travers le monde, et de plus en plus, c'est beaucoup plus vrai maintenant que ça l'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans, des gens, des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, des fonds mutuels qui ont des milliards, des dizaines et des centaines de milliards de dollars US à placer, qui se promènent partout et qui cherchent des bons rendements. Et lorsque vous comparez le Canada et les États-Unis, les gens se disent, bien, aux États-Unis, ça va un peu moins de chômage, des compagnies qui font des beaux profits, ainsi de suite. Donc, ils vont placer de l'argent aux États-Unis et donc, ils le déplacent un peu. À cause de la crise asiatique, là, le dollar américain n'est pas devenu la valeur refuge. Oui, le dollar américain est devenu une valeur refuge. Donc, beaucoup de l'or, c'est plus vrai que sa valeur refuge. La valeur refuge idéale, maintenant, c'est le dollar américain. Donc, ça joue un peu. Par contre, on exagère beaucoup la crise asiatique. Je lisais certains commentaires qui disaient aujourd'hui que c'est parce que le Canada dépend beaucoup des ressources naturelles et qu'on exporte des ressources naturelles des pays asiatiques qui en ont pris moins de machines. Ça, c'est de la bouillie pour les chats parce que nos exportations de ressources naturelles vers les pays... Avec Fidel Castro. Alors, hier matin, le pape Jean-Paul II qui avait célébré la messe devant 100 000 personnes à Santa Clara, qui est la ville natale du Che Guevara. Alors, c'est que... C'est là où il repose. En plus, oui. Mais il n'est pas né là. Il n'est pas né là? Non. C'est vous sûr? C'est un... Il est en Amérique du Sud. Oui. Non, il est mort en Bolivie. Il n'est pas né en Bolivie. C'est un Argentin. C'est un médecin argentin. On s'informe. Mais vous m'avez informé. Alors, le pape qui est allé d'un plaidoyer, évidemment, contre l'avortement, il a exhorté les Cubains à revenir aux vraies valeurs, les valeurs familiales, selon lui, et aussi à l'enseignement religieux. Donc, c'était tête-à-tête hier entre Fidel Castro et Monsieur le pape Jean-Paul II. Alors, ça a été l'occasion, évidemment, pour échanger sur vraiment l'aspect politique, parce que pour Fidel Castro, c'est pas tellement l'aspect apostolique du voyage. Cette histoire des Nordiques, Gérard, elle va durer combien de temps? C'est un document vidéo qui va durer combien de temps?
2h30 au total, et la première portion, évidemment, relate les premiers pas dans l'Association mondiale de hockey. Alors donc, environ 45 à 50 minutes. Et ensuite, c'est le passage à la Ligue nationale en 1979, où on retrace évidemment les 16 années des Nordiques dans la Ligue nationale, jusqu'à leur déportation au Colorado. Voilà. Qu'est-ce qui a été le point tournant de l'histoire des Nordiques? S'ils avaient eu du succès au cours, peut-être dans le début des années 90, peut-être qu'ils seraient encore à Québec. C'était quoi, finalement, le début de la fin pour les Nordiques, d'après vous? Ben, je pense que c'est au moment où il y a eu cette fameuse grève dans le hockey de la Ligue nationale. Les amateurs ont été sevrés pendant 103 jours. Et Maître Aubu, on le sait, livrait une bataille de tous les instants pour essayer d'avoir un plafond salarial et que les gros marchés puissent aider ainsi les petits marchés. Et quand, à un moment donné, les propriétaires en quête de revenus ont vu que ça ne débouchait nulle part et qu'ils avaient hâte de commencer à empocher à nouveau, eh bien, ils ont abandonné cette idée d'un plafond salarial. Et ça a été la mort à court terme des petits marchés. Et Québec a été la première victime. Oui, les Nordiques sont disparus. Est-ce que ça cicatrise lentement, finalement, cette disparition du hockey de la Ligue nationale à Québec? Ben, écoutez, on a essayé toutes sortes de choses. Il y a eu les rafales et évidemment, vous en avez des échos tous les jours, ça ne marche pas très fort. Alors, les Québécois, évidemment, boudent toujours le hockey de la Ligue nationale parce qu'ils ont perdu ce qu'ils chérissaient le plus, les Nordiques. Mais peut-être qu'avec un coffret comme celui-là, un souvenir qui va leur permettre de revivre la grande époque de ces Nordiques, eh bien, ils pourront peut-être cicatriser les blessures et qui sait, peut-être à un moment donné commencer à aimer à nouveau le Canadien. Alors, on commence à se soigner quand, là, Gérard? Eh bien, écoutez, le vidéocassette comme tel sera disponible sur le marché au début de mars et on va certainement s'en reparler. Gérard Potvin, nous vous remercions beaucoup. Oui, il s'agit d'Isabelle Robert. Isabelle Robert, donc âgée de 20 ans. Elle a accouché par césarienne le 6 janvier dernier de jumelles, 2 petites filles. Et puis, elle est sortie de l'hôpital le 14 après quelques complications. Et le lendemain, le 15, alors qu'elle était chez elle, elle souffrait de fièvre. On a téléphoné au centre hospitalier régional de Trois-Rivières pour mentionner justement le fait qu'elle souffrait de fièvre, qu'elle avait de la difficulté. Le centre hospitalier lui a dit de prendre des Atasol et de rappeler quelques minutes plus tard, voir si la fièvre avait baissé. 45 minutes plus tard, Mme Robert décédait. Alors, M. André Desfossés, le père des jumelles, justement, se demande ce qui a bien pu se passer. Il a confié la garde des jumelles à sa sœur, le temps de démêler, évidemment, toute cette histoire, tout cet imbroglio. Le centre hospitalier régional de Trois-Rivières a l'intention de participer à l'enquête du coroner qui s'est amorcée. Il y a une autopsie qui sera pratiquée sur le corps de Mme Robert, mais le centre hospitalier dit d'ores et déjà qu'il est trop tôt pour relier la mort de Mme Robert et évidemment les soins de santé qui lui ont été prodigués. Monsieur Desfossés, lui, le père des jumelles, le conjoint donc de Mme Robert, se demande ce qui s'est passé, surtout que depuis 16 jours, il n'a eu aucune nouvelle, ni du médecin, ni de l'hôpital. Je vous invite à l'écouter. J'ai pas de nouvelles du médecin, j'ai pas de nouvelles du coroner, j'ai pas de nouvelles... c'est ceux qui me disent « Ah, ça vient d'être fait », mais juste peut-être un coup de téléphone, m'appeler pour me dire ce qu'il y en est. Dans combien de temps ça va aller, les délais, je sais absolument rien. Je suis dans l'attente, puis on ne sait pas, ni moi, ni la famille Robert, on ne sait pas de quoi qu'Isabelle est décédée, puis c'est juste ça qu'on veut savoir, de quoi qu'elle est décédée. Avoir fait vos ablutions. Et moi, on ne peut rien vous cacher. Alexandre, parlez-nous de cet accident survenu au coin Saint-Denis et Beaubien à Montréal. Oui, là, il n'y a pas question d'ablution dans cette affaire-là. C'est peut-être soit une chaussée glissante ou encore un feu rouge qui a été grillé, Claude, qui est la cause de cet accident. Il a failli tourner vraiment, mais très au tragique, aux alentours de 4h15. Une voiture qui circulait en direction ouest sur la rue Beaubien est allée happer une voiture taxi et sous la force de l'impact, la voiture taxi est allée mais s'écraser et arracher un abribus. Imaginez si ça s'était produit à cette heure avec l'achalandage du petit matin, les gens des abribus, ça aurait pu être vraiment tragique. On a craint un temps pour la vie d'un des 2 conducteurs, mais ils ont été traités très rapidement, les 2 à l'hôpital, et l'alcool n'est pas en cause dans cette affaire-là. C'est peut-être pas le cas, par contre, quand on parle d'alcool, Claude, pour cet homme dans la quarantaine qui a joué de malchance au cours du petit matin. Il se promenait, imaginez, en motoneige à Laval, dans un sentier, ça va de soi, à la hauteur du boulevard Sainte-Marie et du boulevard du Perron, dans le secteur du Vernet, et avec la vitesse, il a heurté un arbre
Il a eu des fractures multiples au dos, à la colonne vertébrale, à la figure, on peut s'imaginer aisément. Et là, par contre, les policiers qui sont intervenus ont demandé à quel hôpital on puisse effectuer des tests d'alcoolémie sur cet homme-là, parce que il y avait des vapeurs d'alcool dans l'air, même malgré les froids sous le -0 assez cuisant ce matin. Bien, merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Merci Et de ces peut-être nouvelles. un tout petit mot, peut-être brièvement, cette affaire de viol survenue dans un abribus, dis-je, à Montréal-Nord en début de semaine. Eh bien, l'homme de 39 ans qui avait été appréhendé par les policiers et qui avait faim d'être comateux, eh bien, finalement, il feignait le coma. Et c'est la conclusion de l'enquête de la Sûreté du Québec qui a pris ce dossier-là en main après que les policiers de la CUM eurent été mis en cause. Merci bien, M. Dumas. À tout à l'heure, Claude. À tout à l'heure. Voilà, 7h37 minutes. On le sait, on en parle depuis déjà quelques jours. Le dollar canadien va très mal. C'est son niveau le plus bas et historique. Mais là, les opinions sont très partagées. Il y a des économistes qui disent que, dans le fond, c'est bon pour la santé économique du pays, ça améliore nos exportations, ça crée de l'emploi. D'autres, au contraire, disent que c'est très dangereux. Michel Girard, bonjour. Alors, vous voulez la vérité, finalement? Oui, que la vérité et rien que la vérité, Michel. Est-ce que c'est aussi tragique que certains économistes le laissent entendre? En fait, hier, j'ai été un peu surpris d'entendre tant de pessimisme de la part de certains économistes aux nouvelles. On a entendu ça notamment hier soir. Ouais. Et il y a des économistes de certaines banques, là, en tout cas, qui disent que c'est un facteur d'appauvrissement. Moi, je leur dirais un peu de calme quand même, là. Premièrement, encore faudrait-il que le dollar reste à 68 sous pendant au moins une année. Oui. C'est ce qui n'est pas évident, là. Ça va avoir des conséquences. Oui, pour avoir de véritables conséquences. Ouais. C'est sûr qu'il y a des conséquences immédiates. Je pense aux gens qui veulent partir pour les États-Unis, évidemment, en touriste. C'est sûr que ça coûte plus cher, il va de soi, on le sait. Il faut que tu débourses 1,46 $, 1,5 $ ou presque par dollar américain que tu achètes. C'est évident là, que ça coûte très cher. C'est évident aussi que notamment, on soulignait hier, et c'est vrai que les entreprises qui doivent importer des États-Unis des équipements pour moderniser leur compagnie, leur manufacture, c'est évident que ça coûte plus cher et que c'est un facteur négatif. Il est également évident qu'on risque que les produits importés, évidemment, des États-Unis, tout ça, ça coûte plus cher. Mais vous savez, par contre, que le dollar canadien se comporte très bien par rapport à toutes les autres monnaies. Ce qui veut dire, donc, il n'y a pas de dommages en ce qui concerne, en tout cas, nos relations commerciales. Avec les autres pays. Avec les autres pays. C'est vrai qu'on fait affaire majoritairement avec les Américains, mais quand même. Est-ce que ça a des conséquences précises, par exemple, dans nos portefeuilles, chacun d'entre nous, nos REER, par exemple? Bon, alors là, ça veut dire la conséquence ne pourrait être que positive pour les gens, bien sûr, qui voudraient placer de l'argent dans des placements totalement sûrs, comme les certificats de placement garantis, comme les dépôts à terme. Parce qu'on s'attend, et je pense que ça va être inévitable, on s'attend à une hausse du taux directeur de la Banque du Canada, ce qui entraînerait évidemment une hausse de toute la grille, de toute la structure des taux d'intérêt, évidemment, placement compris. Alors, ce qui laisse entendre que les obligations d'épargne, par contre, parce qu'on sait maintenant que vous avez et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada qui permettent aux gens d'investir dans des obligations d'épargne dans le cadre de leur REER. Alors, on peut s'attendre, s'il y a une hausse de taux d'intérêt de la part du gouverneur de la Banque du Canada, que le rendement va augmenter. C'est donc positif pour les gens qui ont de l'argent à placer dans des REER ou pour les gens, entre autres, des personnes âgées qui ne veulent pas prendre de risques en investissant en bourse et qui préfèrent investir dans des placements totalement sûrs. Là où il y a un facteur négatif, évidemment, c'est les gens qui doivent emprunter ou contracter une nouvelle hypothèque ou bien renouveler leur hypothèque s'il y a une hausse de taux d'intérêt. Mais encore là, tout est relatif. Les taux d'intérêt, soit dit en passant, sont relativement, historiquement bas à l'heure actuelle. Par exemple, vous avez une hypothèque de 5 ans à 6,85, puis si vous tordez le bras de votre gérant, vous pouvez y aller à 6,5 à peu près. C'est vraiment pas cher, historiquement parlant. Alors, même si les taux devaient augmenter d'un quart de point ou d'un demi-point, c'est quand même pas la catastrophe. Autrement dit, avant de dire que c'est catastrophique de voir notre dollar à 68 cents, attendons. Ben, les reportages qu'on voyait hier étaient un petit peu énervants, là. Ah, c'est ça. Là, il y en a pas mal le monde. Ouais. Moi, je dirais un appel au calme. D'autre part, il serait intéressant de souligner que c'est qui les gros joueurs sur le dollar canadien? Ce sont notamment les banques canadiennes. Ah. Oui, les banques canadiennes, il faut savoir qu'elles spéculent beaucoup sur la valeur du dollar canadien. Alors, qui nous dit que les banques canadiennes ne spéculent pas à la baisse sur le dollar canadien? Avant qu'il ne débute véritablement. Ah. Oui, non, mais c'est extrêmement intéressant. On trouve ça dans la Gazette, première page. Prostate cancer, risk factor isolated. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un oncologiste du Jewish General Hospital, Michael Pollack, qui a fait une découverte extrêmement importante. Écoutez, aussi importante que la découverte qu'on avait fait un certain temps où on n'avait plus de